Alors, nous allons, Chloé, maintenant partir aux États-Unis, où nous allons évoquer la peine de mort. Le dernier exécuté d'ailleurs aux États-Unis, c'est Troy Davis. On l'a suivi, c'était il y a 4 mois. Abu Jamal, lui, devait également être exécuté et finalement, il restera en prison à vie. Le dernier État aux États-Unis à avoir aboli la peine capitale, c'est l'Illinois. C'était l'an dernier. Alors, est-ce que l'on peut dire, Chloé, que les choses avancent un tout petit peu aux États-Unis? Alors, de ce que j'ai pu étudier un peu, juste quelques informations. La population carcérale des États-Unis représente 1/4 de la population carcérale mondiale. Donc ce sont 34 États sur 50 qui pratiquent toujours la peine de mort, mais en 2011, on constate que il y a 75% de moins de condamnations à la peine de mort, mais ce sont quand même 43 personnes qui ont été exécutées donc l'année passée. Les points positifs, c'est qu'on pouvait imaginer qu'avec le président Bush et puis la guerre contre le terrorisme, on pouvait imaginer que la peine de mort soit plus pratiquée. Au contraire, en 2006, en fait, la peine de mort est tombée à son plus bas niveau. La taille des couloirs de la mort a également diminué et il semblerait qu'il y ait également un changement dans l'opinion publique sur la peine de mort. Donc il y a plusieurs États notamment qui ont décidé d'un moratoire sur la peine de mort. Et également, il y a un changement au niveau des élections, c'est-à-dire que dans le passé, un candidat qui s'opposait à la peine de mort et qui se présentait dans un État où elle était toujours pratiquée avait peu de chances d'être élu, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Un changement aussi au niveau de la Cour suprême des États-Unis qui remet en cause de plus en plus souvent la peine de mort et qui demande à ce que les praticiens soient de plus en plus attentifs sur la peine de mort, avec une remise en cause aussi de sa pratique à l'encontre des malades mentaux et des mineurs. Alors les raisons de ce changement, c'est que c'est l'innocence, c'est-à-dire que depuis 1973, il y a 123 personnes qui ont été exonérées. Et souvent sur la preuve, de nouvelles preuves ADN. Les procureurs également se rendent compte que les jurés sont souvent plus hésitants à condamner une personne lorsque le procureur réclame la peine de mort et ont donc tendance à réclamer d'autres peines comme l'emprisonnement à vie. Et puis également une pression internationale de plus en plus forte sur la question qui pousse les États-Unis à se remettre en question sur ce sujet. Bien sûr, il reste des points négatifs. Il y a toujours des États qui la pratiquent très durement, notamment le Wisconsin et l'Arizona. Mais il semblerait quand même que les États-Unis soient sur la bonne voie. Merci pour ces précisions. Alors, celle qui va plaider dans un instant a fait son droit à l'Université de Paris 2, Panthéon-Assas. Elle s'est spécialisée en droit de la santé et de la bioéthique. Elle a d'abord intégré un grand cabinet international spécialisé en droit des affaires. Et puis, elle a rejoint un cabinet à taille un peu plus humaine où elle pratique le droit pénal au quotidien. Elle souhaite profiter de ce concours pour montrer qu'il est ici peut-être le dernier lieu où l'on entend véritablement la voix des avocats et que ceux qui sont ici viennent justement pour les entendre et pour les écouter. Ce qu'elle souhaite, c'est que chacun d'entre nous ici relaye le message de Robert Badinter et elle veut elle aussi rêver que l'abolition définitive de la peine de mort puisse un jour devenir réalité. Je vous demande d'accueillir pour le plaidoyer pour la vie Maître Caroline Luquet de Lille du barreau de Melun. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, j'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Le 17 septembre 1981, le plus fervent des abolitionnistes de la peine de mort, Monsieur Robert Badinter, s'exprimait en ces termes devant l'Assemblée nationale française. Pourtant, Mesdames et Messieurs, 30 ans, pratiquement jour pour jour, après l'abolition de la peine de mort en France, la plus grande puissance économique mondiale, terre d'accueil et d'asile, incarnant le rêve américain, a mis à mort Troy Anthony Davis, noir, pauvre et innocent. Ce que je me dois aujourd'hui de vous faire comprendre, Mesdames et Messieurs, au-delà encore de la barbarie qu'incarne la peine de mort, c'est que Troy Anthony Davis n'a pas été exécuté parce qu'il était coupable, mais simplement et uniquement parce qu'il incarnait le coupable idéal. Dans cette affaire, l'ensemble des garde-fous constituant l'ultime rempart contre l'arbitraire et la garantie de nos libertés à tous a été bafouée et réduite à néant.
Quelle que soit la nature du système judiciaire, la culpabilité d'un homme repose et doit nécessairement reposer sur un ensemble de preuves objectives. Pourtant, l'exécution de cet homme a mis à mal l'existence même du principe fondamental du droit à un procès équitable et encore au-delà, vider de son essence la notion de présomption d'innocence. Il est 1h du matin, le samedi 19 août 1989, lorsque le policier Owens du département de police de Savannah répond à un appel radio de son central. Un policier à terre, à la station de bus sur l'avenue Oglethorpe. Lorsque l'officier Owens se rend sur place, il découvre alors Mark McPhail, jeune officier de police, âgé alors de 27 ans, étendu face contre terre, sur le parking d'un fast-food, près de la station de bus. La victime gît au sol, la bouche remplie de sang, des morceaux de dents répandus sur le trottoir. L'officier Owens déclara que lorsqu'il commence à prodiguer les premiers soins à la victime, son arme à feu se trouve toujours dans son étui. Le premier témoin entendu par la police, M. Larry Young, déclarera quant à lui, dans le cadre de ses dépositions, qu'entre minuit et 1h du matin, il se rendait à l'épicerie voisine pour acheter de la bière et marchait sur le parking. Lorsque Larry Young sortit du magasin, bière à la main, M. Sylvester Red Coles, jeune afro-américain, lui emboîta le pas et tenta de lui extorquer sa bière. Le ton monte. Larry Young déclarera alors que lorsque finalement il atteint le parking, il aperçoit, dans l'ombre, mademoiselle Harriet Murray, accompagnée de 2 hommes qui jamais n'ont pu être identifiés dans le cadre de l'enquête. Troy Davis et Daryl Collins surgirent alors de derrière la banque et se mirent également à encercler M. Young. M. Young déclarera plus tard que M. Coles, lui faisant face, lui somma de s'immobiliser, le tint en joue et lui dit « Parce que tu ne me connais pas, je te tirerai dessus ». À ce moment-là, M. Coles commença à fouiller le pantalon de M. Young. Les 2 hommes assis sur le muret prirent peur, prirent la fuite. Mademoiselle Murray, quant à elle, tenta de rentrer dans le restaurant, se rendit à la porte arrière afin de trouver du secours, porte qu'elle trouva fermée à clé. Davis, quant à lui, se trouvait derrière M. Young, en retrait sur sa droite, l'aveugla, selon les déclarations d'un témoin, en le frappant au visage à l'aide du pistolet à canon court qu'il aurait tenu dans sa main, lui infligeant ainsi une blessure sanglante à la tête. Cet élément constituera d'ailleurs le 3e chef d'accusation retenu à l'encontre de M. Davis. M. Young attestera finalement, plus tard, ne même pas avoir eu connaissance du fait que Troy Davis aurait été son assaillant au pistolet à canon court. L'officier McPhail, alors employé en qualité de gardien de sécurité par le restaurant, et interpellé par l'agitation qui régnait sur ce parking, se rendit rapidement sur la scène de crime, sa matraque à la main, et somma les 3 hommes de s'immobiliser. Collins et Davis prirent la fuite, l'agent McPhail se lança à leur poursuite. Au dire de M. Coles, Davis regarda par-dessus son épaule, et lorsque l'officier McPhail se tint à environ 2 mètres de lui tira dessus une première fois. Toujours selon le témoignage de M. Coles, McPhail s'écroula au sol, Davis marcha vers lui, son arme à la main, et lui tira de sang-froid une seconde balle, alors que l'officier McPhail gisait au sol. Un témoin affirmera même que Davis souriait à ce moment. L'officier McPhail décédera de ses blessures avant l'intervention des secours. Environ 30 minutes après cette tuerie, M. Coles apparaîtra, selon le témoignage de sa propre sœur, à la porte de son domicile, situé à quelques rues de la scène de crime. Toujours selon son propre témoignage, M. Coles demandait alors à sa sœur de lui procurer une nouvelle chemise. Dans les minutes qui suivirent,
M. Coles indique que Davis se rendit également chez sa sœur afin de récupérer le t-shirt jaune que portait M. Coles au moment de l'agression. Davis s'enfuit le lendemain à Atlanta avant de se livrer spontanément aux autorités le 23 août 1989. À l'occasion de son audition par les officiers de police, Sylvester Red Coles dénoncera Troy Davis aux autorités pour le meurtre de l'officier MacPhail. 8 autres témoins, mesdames et messieurs, entendus par les officiers, feront des dépositions en ce sens. Et c'est sur la seule et unique base de ces 8 témoignages que le procès de Troy Davis s'achèvera en 1991 par une condamnation à mort. Pourtant, au cours de ce procès, parmi les 8 témoins entendus, 5 se sont rétractés. Jamais de l'histoire judiciaire américaine, jamais une telle quantité de témoins ne s'est rétractée au cours d'une même affaire. La plupart des témoins déclaraient sous serment et officiellement devant la cour avoir menti sous la pression de la police. Ils relataient même avoir été enfermés des heures durant et menacés de prison s'ils ne confirmaient pas, dans le cadre de leur déposition, que Troy Davis était bien le coupable. Le procès révélera que d'autres témoignages sont tout aussi improbables. Par exemple, une femme qui prétendait avoir vu l'agresseur allait même jusqu'à indiquer qu'alors qu'elle se trouvait à plus de 150 mètres de la scène de l'agression, par une nuit noire, sur un parking pratiquement dépourvu d'éclairage, que le suspect avait les yeux profondément enfoncés dans son crâne. Jamais l'arme du crime ne sera retrouvée. Aucune preuve matérielle, aucun ADN, aucune empreinte digitale ne permet aujourd'hui d'affirmer que Troy Davis se serait effectivement rendu coupable du crime pour lequel il a été condamné et aujourd'hui exécuté. Alors même que plus tôt dans la soirée, dans la localité voisine de Savannah, un homme dénommé Michael Cooper a été abattu avec un calibre 38 alors qu'il sortait d'une fête organisée et que M. Coles lui-même reconnaissait au cours de ses auditions avoir assisté à cette agression. Jamais ce dernier ne sera inquiété dans le cadre de ce procès. Pourtant, le seul élément objectif de ce dossier permet d'affirmer que l'officier MacPhail a été abattu à l'aide d'un calibre 38. Troy Anthony Davis est né le 9 octobre 1968 dans le comté de Butte, aux États-Unis, et mort le 21 septembre 2011 à Savannah pour le meurtre d'un policier blanc sur la seule présomption de sa culpabilité. 30 ans pratiquement, jour pour jour, après l'abolition de la peine de mort en France, on a tué quelqu'un qui n'a pas tué. Le protocole numéro 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, voté à Vilnius le 3 mai 2002, est rédigé dans les termes suivants. Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent protocole, convaincus que le droit de toute personne à la vie est une valeur fondamentale dans une société démocratique et que l'abolition de la peine de mort est essentielle à la protection de ce droit et à la pleine reconnaissance de la dignité inhérente à tous les êtres humains, souhaitant renforcer la protection du droit à la vie garantie par la Convention européenne des droits de l'homme du 4 octobre 1950, résolus à faire le pas ultime afin d'abolir la peine de mort en toutes circonstances. Sont convenus ce qui suit. Article 1er, la peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté. Article 2, interdiction des dérogations. Aucune dérogation n'est autorisée aux dispositions du présent protocole. Mais alors, mesdames et messieurs, alors, comment, en dépit de la consécration du caractère fondamental de ce droit à la vie, pourrait-on justifier encore aujourd'hui que le temps où la raison désertait les assises n'apparaît finalement pas encore aboli? La loi du talion contenue dans l'Ancien Testament constitue encore aujourd'hui la principale justification en faveur de cette peine capitale. On lisait pourtant déjà chez Échille, dès 525 avant notre ère, qu'un coup meurtrier soit puni d'un coup meurtrier, au coupable le châtiment. Platon, quant à lui, à propos du parricide, faisait déjà usage de l'argument d'autorité et d'antiquité, mêlant à la fois
justice humaine, providence, ainsi que la loi de réincarnation des âmes. Voici la doctrine dont l'exposé remonte aux prêtres de l'Antiquité. La justice, nous est-il enseigné, vengeresse, toujours un éveil du sang familial, a recours à la loi dont nous avons parlé tout à l'heure. Et elle a, dit-on, établi la nécessité, pour qui a commis quelque forfait de ce genre, de subir à son tour le même forfait qu'il a commis. Un jour viendra, alors où soi-même l'on devra se résigner à subir par violence un sort identique de la part de ses enfants. Mais alors cette loi du talion, qui finalement se contentait de faire application de l'adage œil pour œil, dent pour dent, pouvait trouver sa justification dans l'esprit de l'homme, mais surtout dans son cœur. Mais aujourd'hui, dans un état de droit, dans un état démocratique, défenseur du droit à la vie, comment légitimer la toute-puissance des hommes qui, sous couvert d'une prétendue délégation de pouvoir du peuple, s'autorisent à se substituer aux forces de la nature en arrachant à la vie un homme né enfant, innocent, devenu frère, fils, petit-fils, mari aimant? Comment légitimer non seulement l'assassinat légal d'un homme innocent? Comment? Mais surtout, et surtout, comment légitimer la mise à mort d'un homme innocent? Il est venu le temps de combattre, non seulement avec la loi, mais également avec les mots et encore plus avec les sentiments, comme le revendiquait déjà M. Robert Badinter 40 ans en arrière dans les prétoires. Une sanction, pour être utile, doit être juste. Alors comment mettre un homme à mort alors que son innocence pourrait être, un jour ou l'autre, révélée? Comment légitimer un tel acte? Et comment pardonner à ceux qui auront alors condamné à mort un homme innocent que rien, jamais ne rendra à sa mère, à ses frères, à ses sœurs, à ses amis, à sa famille, et pire encore à ses enfants, qui, eux, toute leur vie, pleureront ce père, ce fils, ce frère arraché en toute impunité à la vie. Et alors, comment justifier l'interdiction de la justice privée? Comment apaiser des cœurs meurtris et des âmes déchirées par les actes d'une poignée d'hommes et de femmes qui, sous couvert d'une prétendue légitimité, se sont octroyés le pouvoir suprême d'ôter la vie à un être humain? L'histoire nous a appris que lorsque la peine de mort est présente, ce n'est plus la raison qui gouverne. Alors il est venu le temps de confronter cette poignée d'hommes et de femmes à la réalité cruelle de leurs actes, à cette terrible et irrémédiable vérité, en condamnant à mort Troy Anthony Davis et tous les autres à la peine capitale. Ils se sont rendus coupables d'un assassinat légitimé. Il est de notre devoir de défenseur de ne jamais oublier qu'un avocat constitue le dernier rempart, l'ultime rempart pour l'accusé entre la vie et la mort annoncée. L'essence même et le sens d'une vie d'avocat réside dans la recherche de cet idéal de justice qui doit tendre avant tout et à tout prix à protéger la vie. La violence engendre la violence, la haine engendre la haine. Alors, mesdames et messieurs, seule la raison, la compassion et la sacralisation de la vie permettront sans doute un jour, et je l'espère, et je pense que nous l'espérons tous, de soulager les consciences en permettant l'abolition définitive de la peine de mort. Et je terminerai sur les mots d'un homme, d'un très grand homme, qui a consacré sa vie tout entière à défendre, à tenter de sauver, et parfois, même souvent, à sauver les autres. La mort du condamné et la justice à l'état brut. Alors, mesdames et messieurs, n'oubliez jamais. Je vous remercie.